À Shangri-La, dans le Yunnan, se trouve un vieux bourg du nom de Du Kreutzong. Auparavant, ce bourg était le terminus de bon nombre de caravanes de marchands venus de l'intérieur du Yunnan. Le thé était transporté au Tibet, le toit du monde, ainsi qu'à Lhasa, la capitale. Pour pouvoir traverser le haut plateau enneigé du Tibet, connu pour son accès difficile, les membres des caravanes devaient disposer, en dehors de leurs chevaux endurants et de leurs dogs féroces du Tibet, de 3 équipements particuliers qu'ils ne laissaient en aucun cas éloigner d'eux. On dit que certains de ces équipements pouvaient même avoir la valeur d'une caravane entière. Quels sont-ils donc exactement, étant donné que les caravanes de marchands se sont d'ores et déjà retirées de la scène de l'histoire? Pourrons-nous encore trouver des traces de ces équipements au vieux bourg de Du Kreutzong? Un jour de juin, au village de Lajong, situé près du Vieux-Bourg, dans le district de Shangri-La, des femmes de chez Douzier commencent à traire leurs yaks dès l'aube. C'était dans ce village entouré de pâturages que les caravanes de marchands tibétains en partance pour Du Kreutzong se faisaient ravitailler en beurre et en thé. Le thé au beurre est apparemment une boisson un peu plus ordinaire pour les Tibétains, mais en réalité, il renferme en lui un grand nombre de savoir-faire qu'ignorent la plupart des gens. Ce petit bol servant à boire le thé au beurre est par exemple d'une valeur inestimable. De nos jours, il n'est plus facile de trouver sur le marché au thé au beurre, au goût pur et préparé de façon traditionnelle. Le plateau du Tsingrai Tibet n'est pas une région productrice de thé. Se nourrissant quotidiennement de tsampa et de viande de mouton et de bœuf, les Tibétains qui s'y établissent ont rarement l'occasion de manger des légumes frais. Le thé est très riche en vitamines. Dans les monts et les vallées, sillonnait une ancienne route du thé qui menait du Yunnan jusqu'au Tibet. C'est en empruntant cette route que les caravanes de marchands transportaient le thé. Le bourg de Du Kreutzong à Shangri-La était un relais extrêmement important sur cette fameuse route du thé. Vers l'époque des Trang, des Tibétains y ont construit avec des pierres un hameau qu'ils baptisèrent Du Kreutzong, qui signifie en tibétain « ville de clair de lune ». À l'époque des Ming, un chef de tribu nommé Mushe y fit bâtir le village de Xianggewa sur la place de l'ancien hameau, puis un peu plus loin un autre village baptisé Danyayuwa et Niwangzong en tibétain, qui signifie quant à lui « ville de lumière du soleil ». Les 2 villages qui se faisaient écho l'un à l'autre constituaient la fameuse ville de Xianggeniwa dans l'histoire régionale. En 1688, les autorités Qing ont donné l'autorisation d'y mettre en place un marché. Le bourg de Du Kreutzong a été le témoin des premières étincelles qui avaient provoqué la première rencontre entre le thé et le beurre. Après être traits, les yaks sont conduits sur un pâturage naturel situé au pied des monts enneigés. Depuis l'introduction massive des vaches connues pour leur production abondante de lait dans le haut plateau, les yaks se nourrissent principalement d'eau de source et d'herbes médicinales. Douzier sort son seau à beurre et y verse du lait frais de yak. Il est maintenant prêt à battre le lait pour en tirer le beurre. Apparemment simple, ce travail s'avère pourtant assez technique. 这个工具是用来做什么的？打酥油的。就是打酥油的。我看上面有好多小孔。这个是没有是打不出来的。哦，那个一下去，那个牛奶就上来。上来。哦，就这样。哦，应该是。就这样装法的。哦。您是？就这样打。就这样打。不行，还是得您了。您吧。
Doudier se met à chantonner tout en brassant le lait au rythme de son chant. Une demi-heure plus tard, le beurre commence à se séparer du lait d'yak. Le contenu du seau à beurre, une fois versé dans une cuvette, la femme de Doudier commence à en tirer le beurre. Elle tape sur le beurre pour enlever l'eau qu'il contient et le modèle en forme de pain ovale. Très riche en acides aminés, en acides gras, en calcium et en vitamines, le beurre à base de lait de yak élevé dans les pâturages du haut plateau est pratiquement introuvable sur le marché. Pourtant, les Tibétains ne peuvent pas se passer du beurre préparé avec ce beurre authentique. Zuma, la belle-fille de Doudier, sort alors du thé en brique, qu'elle met à cuire dans un chaudron en terre cuite. Le thé, une fois cuit, elle le verse dans un grand récipient à thé. Parmi les Tibétains circule un beau conte concernant l'origine du thé au beurre. Il était une fois deux tribus tibétaines farouchement hostiles l'une envers l'autre. Or, un jour, la princesse de l'une des deux tribus est tombée amoureuse du prince de la tribu ennemie. Mis au courant de cette relation, le père de la princesse envoya tuer le prince. Pour exprimer son attachement envers celui-ci, la princesse n'hésita pas à se donner la mort en se jetant dans le feu lors de l'incinération de son bien-aimé. Après leur mort, la princesse se transforma en théier et le prince en sel de lac. Depuis lors, les Tibétains boivent du thé au beurre, dont chaque préparation est censée, selon eux, permettre la rencontre du thé et du sel. Cette boisson romantique s'adapte parfaitement à toute population vivant dans les régions de haute altitude parce qu'il a la vertu de se protéger du froid. Après une journée de marche, les membres des caravanes de marchands ne manquaient pas de préparer, lorsqu'ils faisaient halte dans un camp, du thé fort au beurre pour se donner de l'énergie. Ouais. 先上面那个高一点，然后就慢慢往上滴。我被烫了。一般要那个这样打多长时间？2-3分钟就可以。2-3分钟就行。对。酥油茶就可以喝了。对，可以喝了，现在。挺香浓的，很好喝。 Pendant qu'on déguste le thé, un habitant du village nous met au courant d'un détail amusant. Les Tibétains ont l'habitude de porter constamment sur eux un bol destiné exclusivement à boire le thé au beurre. Dans le temps, nombreux étaient les Tibétains qui n'utilisaient qu'un bol à cette fin durant toute leur vie. Étonnant, un bol fait de cette matière aussi spéciale peut être troqué contre une caravane entière. Nous sommes allés trouver monsieur Loujon ici, artisan spécialisé dans la fabrication de bols à thé en bois. Est-ce qu'il a eu déjà l'occasion de voir un tel bol? Quel est donc ce bois avec lequel on fabrique ce genre de bol? Pourquoi ces bols à thé coûtent-ils si cher? 它是木头当中，它是一个宝类，它属于是一种宝类。 梦中之宝，今天在摆的这些木碗呢，几乎都是宝类，都是宝类。这个宝呢，它根据这个花纹自己喜欢的纹路，还有根据这自己的这个大小，去定价。On nous apprend que ce fameux bois précieux provient d'excroissances d'arbres. Pour fabriquer les bols à thé tibétains, on utilise notamment des excroissances d'une sorte de liquide en barre qui est devenue une espèce rare dans la région. Les caravanes de marchands tibétains avaient l'habitude de se pourvoir d'une quantité suffisante de beurre et de sel au bourg de Dukrozong avant de s'engager dans un voyage long et difficile. Les membres des caravanes tibétaines en partance de Dukrozong étaient équipés chacun d'un autre objet de grande valeur, le sabre tibétain. Au bourg de Dukrozong se trouve la communauté la plus importante de Tibétains de toute la Chine. S'étendant sur 1,6 km², il compte à l'heure actuelle plus de 1000 habitations et quelques 5000 habitants.
Après plus de 1000 ans de construction, il est d'ores et déjà devenu une petite ville centrée sur la colline Guishan. Cette vieille ville est traversée par 3 rues principales. Parmi elles, la pente au Tanneur était la rue qui conduisait jadis les caravanes de marchands à l'ancienne route du thé. Actuellement, on y trouve un grand nombre de bars, d'auberges et de magasins de spécialités locales de toutes sortes. Pourrons-nous y trouver des sabres tibétains capables de couper le fer comme s'ils entraient dans la boue? Monsieur Kradjuo Tsiling Wangdui a décidé de prouver ce qu'on dit à propos en se servant de sabres qu'il a forgés en personne. Pour éviter tout accident inopiné lors de l'essai, nous nous sommes rendus pour ce faire dans la profondeur d'une prairie étendue. Kradjuo sort alors une poignée de clous. 这个是我看是多粗的这个铁钉？这是属于这市场上卖的这个10厘米的铁钉嘛？10厘米，10厘米的，10厘米的铁钉。嗯。哦，我不信，咱们来试试。现场试下吧，现场给你试试。这个是完整的，还有尖儿。来，这个。对，就这样砍下去，直直的砍下去。你不用太大的力就能砍到了。嗯，要比这用。 这样放，用力的砍下去，别把我自己给砍到了。你要用力，用点力，哎。行了，基本上已经全部都是缺口，把这个钉子。 Bien que le clou soit couvert de brisures assez profondes, nous ne sommes toujours pas arrivés à le couper en deux. Le sabre pourra-t-il couper en deux le clou sans subir aucun dommage lui-même? Ayant pour nom officiel couteau pliant, les sabres tibétains sont anciens de quelques 1600 ans et leur forme varie généralement selon les régions. Dans certaines d'entre elles, on veille particulièrement à rendre le plus résistant possible leur tranchant d'acier et à les doter d'un caractère utilitaire. Certaines communautés de Tibétains ont d'ailleurs la tradition de différencier les sabres destinés aux hommes de ceux réservés aux femmes. Les premiers sont plus longs et les derniers plus courts. Les gaines et prises des uns et des autres sont généralement incrustées d'or et d'argent, voire quelquefois de turquoise, cela à tel point qu'on en dirait des objets d'art. Il est arrivé même qu'un sabre tibétain bien affilé et richement orné a équivalu à une grande résidence à Dukrezong. 你一只手这样扶着铁钉，一只手用力砍下去，轻轻一刀就断了。啊！哇！对，这真断了。对，这个断口。哦，你看啊，刀口什么事都不会有，它最多的话呢，刀口上砍个的地方会有个亮点，亮点的这个铁钉砍下去之后刮出来的痕迹，你就用一般这个木工用的砂纸。 就是这个纱布，轻轻的抛下光就没了。你看，随便这样抛下光就没了。我看到。哦。那确实，上面一个凹痕都没有。对。但是这个铁钉已经断成2截。Ces sabres faisaient partie de l'équipement indispensable aux membres des caravanes tibétaines. 茶马古道，它进藏的时候要经过很多，像是包括是无人区啦，其他的这些大山啦，有这些野兽啦什么的，都是需要藏刀来保护自己的。所以呢，曾经的茶马古道的这些马帮都是藏刀的必备品。 Les Tibétains ont l'habitude de faire en sorte que le tranchant se trouve face à eux-mêmes, et cela doit présenter un certain risque pour eux au moment où ils dégainent. 这个藏族的刀，真正的除了战刀以外，都是刀口应该是朝自己的，因为有这样2个原因。第一个的话呢，藏族是信佛的人，就是他配刀也不是为了防身，它是属于一种生活必备品，就是说刀拔出来都是刀口宁愿朝自己，也是不愿朝别人，这对别人的一种尊重。第二的话呢，藏族以前是游牧民族，对，在牧场上藏獒这比较多，都是拿刀背来敲，不用刀口来砍的，是这样的。刀背来。对。 Pourquoi les sabres forgés chez Kradjuo sont-ils capables de couper le fer comme s'ils entraient dans de la boue? Le fait de visiter sa forge pourrait-il nous aider à révéler leurs secrets? 要注意你打的力度，
因为这力度不一样的话呢，这刀的这个形状就是会出现扭曲啦之类的。我能不能来试一下？行，可以。我来试一下。那你要小心啊，烫了。好。敲的这个程度你要掌握，就你觉得什么地方应该打薄，什么地方要打厚，这就是全靠你的力度来打的。就是全靠师傅的。对。一般人是根本掌握不住。对。我发现我打的时候，这个刀不断在换。对。就说明我根本无法掌握。Le secret du sabre tibétain réside dans le maillon de forgeage suivant. 刀刃在水里面淬，这个刀背要让它先冷却一下，冷却到一定的程度，再在这些油里面蘸。在油里面对，用油来淬火。对。用油淬的话呢，它会存在这样的。如果你温度太高，它会起火。一起火的话呢，它的冷却的这个就不一样了。要这几个药土都要泡。对。都要浸泡。这些都是属于不同的药水。On dit que c'est justement dans ces produits mélangés dans l'eau de chacun de ces seaux que résident les formules secrètes transmises de père en fils chez les Krajuo. Après être passé par tous les procédés techniques tenus secrets, le tranchant d'un sabre peut devenir plus dur que de l'acier à lier. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le sabre tibétain occupe souvent une position nettement plus avantageuse. Aujourd'hui, Dukrezong est d'ores et déjà devenu un site touristique très fréquenté dans la province du Yunnan, car y voir se promener des touristes venus de tous les coins du monde est monnaie courante. Ce vieux bourg a été radicalement transformé par le tourisme. De la ruelle nous parvient un parfum prononcé d'alcool. Céline Choumou doit aujourd'hui aider sa grand-mère à faire fermenter de l'eau de vie d'orge. Tous les habitants natifs de Dukrezong aiment boire cette boisson alcoolisée. L'eau de vie d'orge est faite à base d'orge, l'une des principales céréales qui sont produites sur le haut plateau du Qinghai Tibet. Elle constitue non seulement la boisson alcoolisée préférée de toute la population du haut plateau, mais aussi l'un des matériaux indispensables aux membres des caravanes tibétaines. Après avoir été lavés, les grains d'orge sont pelés directement dans une étuve à la vapeur de 1 mètre de diamètre et de 1,2 mètre de profondeur, qui est capable de contenir chaque fois pour la cuisson quelques 60 kg d'orge. On démarre la cuisson à la vapeur. Deux heures plus tard, on commence à tirer avec les siens les grains cuits hors de l'étuve et à les placer dans un grand coffre avant de procéder à leur refroidissement. Les grains, une fois refroidis, on y introduit de la levure et couvre le coffre afin de le laisser reposer pendant 2 jours. Puis on les met dans une grande jarre à la cave, à vin, en vue de leur fermentation. 10 jours plus tard, cette céréale propre au haut plateau du Qinghai Tibet est transformée en une boisson alcoolisée, appréciée de tous les habitants du Vieux-Bourg. Cependant, la position jadis incontestée de cette boisson fait face aujourd'hui à un défi très sérieux. Les investisseurs, attirés par le charme particulier du Vieux-Bourg, y sont venus s'installer. Madame Oudala, qui est venue de Grande-Bretagne, a monté dans le Vieux-Bourg un café-galerie. Le thé au gingembre qu'elle confectionne est très apprécié des jeunes gens d'ici. En fait, en ouvrant des hôtels destinés aux touristes depuis les années 80, elle figure parmi les premiers étrangers à venir participer à l'exploitation de la région. Dans un autre coin du Vieux-Bourg, on trouve Madame Xiaoyuan, qui vient de Dalian.
它没有一个比较高端的客栈，即使有，它的那个档就是它的一个配套，包括它定位主题也不够突出。 Ayant travaillé comme agent immobilier et rédactrice d'un magazine, Xiao Yuan est venue créer cette auberge dans le bourg en 2010. Bien qu'elle ne compte que 5 chambres, son auberge ne manque pourtant pas d'originalité car elle se distingue du reste des auberges locales par le fait qu'elle propose à la clientèle toute une gamme de services complémentaires. Malgré tout, l'eau de vie d'orge de chez Tsining Chumu reste la boisson préférée de la population du Vieux-Bourg. Grâce à un travail cyclique, la distillerie de chez Tsining Chumu est en mesure de fournir quotidiennement une certaine quantité d'eau de vie d'orge fraîche à l'intention des habitants des alentours. Les grains d'orge ont été laissés fermenter il y a 10 jours dans une grande jarre de la cave à vin. 你可以看一下啊。 喝这个吧，一点，因为你看嘛，还有一些渣，所以我们要过滤掉。哎呀，这个度数很高啊！是的，度数特别高。哎呀，头就是相当于酒精了嘛。哦，相当于是酒精了。酒精了嘛啊。到那个酿完的话，就到我们那个售出去酒的那个度数，就差不多到48度。48度啊，是的。然后像咱们这一锅的嘛，差不多有120斤的青稞。嗯，是的，120斤。能酿出多少？60斤。能酿出60斤。嗯，才60斤。 Aujourd'hui, la technique de fermentation traditionnelle de l'eau de vie d'orge à Shangri-La est d'ores et déjà classée sur la liste du patrimoine culturel immatériel de Chine. La jeune fille tibétaine envisage d'élargir prochainement sa capacité de production. C'est en partant de Dukrezong, bourg important situé sur l'ancienne route du thé, que les caravanes s'engageaient en portant avec eux du thé au beurre, de leurs sabres tibétains et de l'eau de vie d'orge dans de nouveaux voyages pour transporter le thé. Tous les jours à l'approche du soir, nombreux sont les habitants de Dukrezong qui se mettent à danser la danse tibétaine traditionnelle. Malgré la disparition progressive d'anciennes coutumes traditionnelles propres au vieux bourg de Dukrezong, au fur et à mesure du développement du tourisme dans la région, on a la chance de tomber dans la profondeur de ruelles de cette ville au clair de lune ou dans certains de ces villages environnants sur des surprises inattendues. Ces découvertes nous permettent de traverser le temps pour remonter à de vieux souvenirs dispersés un peu partout dans la région. Ce type de tapis, disposé à l'intérieur d'un palais à la cour, fit son apparition pour la première fois comme objet utilitaire à l'occasion d'une cérémonie religieuse. Plus tard, il se développa progressivement en un symbole de la magnificence et de l'autorité. Et derrière les beaux motifs fastes, le tapis a une valeur dépassant de loin son utilité. Cette pièce est un tapis de palais typique au style de Beijing. Le motif central, de forme ronde, s'appelle Dragon Kue. Des franges sont disposées aux 4 côtés comme bordure, avec des motifs identiques aux 4 angles, qui sont baptisés motifs d'angle. Dragon, franges et motifs d'angle constituent les caractéristiques essentielles d'un tapis de palais au style de Beijing. Ce style original traduit le vœu du peuple chinois pour la paix et la prospérité du pays. Le designer se charge du dessin du tapis de palais et les artisans se chargent du tissage. Un tapis, à l'issue de son tissage, a déjà ses motifs et ses couleurs attrayantes. Mais il nécessite un traitement plus poussé pour atteindre une plus grande finesse. La surface du tapis, composée de nœuds de laine, n'est pas très unie. Les artisans se mettent à peigner dans le sens des fils, à enlever les disparités et à couper les fils inégaux pour que le tapis soit poli et plat.
Ainsi traité, le tapis de palais se présente dans une parfaite égalité de longueur des fils prévue au design. Le tissage soigneux et l'aménagement méticuleux font du tapis de palais une magnifique œuvre d'art. Dans la salle de l'entretien de la tranquillité, où séjourna l'impératrice douairière Cixi à la cité interdite, le motif de la pivoine dans le tapis de palais bleu foncé respire la noblesse de la famille impériale. Aujourd'hui, pour améliorer la valeur décorative du tapis de palais, les artisans ont élaboré une technique connue sous le nom coupe à 3 dimensions. Si le tissage est un art additionnel, la coupe est un procédé réductif. On pousse et on coupe. Un pétale, une feuille se précise et commence à s'animer. La coupe traditionnelle s'exécutait avec des ciseaux. Elle demandait beaucoup de temps. Le progrès scientifique procure à ce processus une tondeuse électrique qui améliore grandement l'efficacité du travail. Mais le recours à cet appareil demande une plus grande expérience et un niveau de précision plus élevé à l'opérateur. La coupe de ce tapis à l'aide d'une tondeuse électrique nécessite au moins 1 mois de travail. Le processus de la coupe est non seulement la poursuite des travaux de confection, mais aussi une amélioration créative du dessin pour que le motif donne l'impression du relief. Le développement de la société moderne a rendu possible l'invention de nouveaux outils pour la confection du tapis de palais et lui fournit aussi de nouveaux éléments créatifs. Les motifs se multiplient de jour en jour. Des techniques de la peinture à l'huile moderne ont été intégrées aussi au design du tapis de palais. Cet art antique témoigne non seulement de la gloire des dynasties antérieures, mais aussi de la prospérité de la civilisation moderne.